Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Elle s'est associée avec une icône, on pourrait dire une influenceuse de notre profession. Elles ont monté en partant de rien une société qui aujourd'hui donne le la en matière de recrutement dans les cabinets d'avocats. À elles deux, elles bouleversent le business très feutré du recrutement en cabinet. Et en plus de tout ça, elle a claqué la porte d'un gros cab et s'est installée à son compte. Bref, depuis 2 ans, elle n'a pas chômé. C'est pour cette raison que je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur Déborah Fournet, cofondatrice du cabinet de recrutement Iris et Thémis et fondatrice du cabinet d'avocats éponyme. Salut. Bonjour Audrey. Alors tu sais, la première question c'est toujours la même. Déborah, qui es-tu ? Quel est ton parcours ? Alors je m'appelle Déborah Fournet, je suis avocate. J'ai prêté serment au barreau de Paris en octobre 2010 et au barreau de New York en mai 2011. Ah oui, t'as fait les 2 barreaux ? Oui. Je ne savais pas. J'ai fait les choses de façon un peu classique, c'est-à-dire que j'ai d'abord passé le barreau de Paris et après je suis partie faire un LLM et passer le barreau de New York. J'ai pas fait l'équivalence que font les jeunes aujourd'hui, qui font d'abord un LLM et qui reviennent à Paris avec le barreau de New York et font l'équivalence. J'ai fait le dur. La galérienne. Non, étudiante professionnelle. Donc voilà, j'ai prêté serment. Originellement, j'étais pénaliste, mais j'ai fait mon parcours dans des cabinets dits d'affaires français puis anglo-saxons. D'accord. Pendant 12 ans, j'ai été collaboratrice puis conseil en contentieux commercial. D'accord. Et je me suis installée à mon compte en septembre 2022 pour un exercice individuel, comme on l'appelle. Et aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants de TPE et PME pour la structuration et l'exécution de leurs relations contractuelles. Et c'est bien dit, dis donc. Oh là là. Okay. Je fais du droit commercial. Ah oui, c'est ça, c'est bon ça. Ok. Je suis aussi associée cofondatrice d'une société qui s'appelle Iris et Thémis, qui est une SAS, et j'exerce ces fonctions dans le cadre de mon activité accessoire à la profession d'avocat. Et je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Magnifique. Et du coup, donc tu as 2 casquettes dans ta vie en fait. Mm-hmm. Une casquette de, je sais pas quelle est directrice, mandataire sociale d'Iris et Thémis. Je suis directrice générale. Directrice générale d'Iris et Thémis. Ah oui, parce qu'on n'a pas dit avec qui tu l'as cofondée du coup. Avec Lila Louise Marichaud. Voilà, c'est ça. L'hôte du podcast Fleur d'avocat. Fleur d'avocat, exactement. Et qu'on embrasse. Et donc tu fondes ton cabinet, enfin tu claques la porte. Alors je claque la porte. Je suis pas quelqu'un qui claque les portes, mais je me rends compte. Non, mais tu te rends compte que ça marche pas. Je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes envies. J'étais cancel à l'époque. Je suis passée cancel en 2019. On avait le chemin normal, en tout cas tel que je l'avais envisagé, était l'association. Ouais. Je pense que j'avais pas suffisamment de positionnement politique et je pensais qu'en étant besogneuse, très bonne élève et en travaillant très bien, ça m'ouvrirait les portes de l'association. Et non. Comme on l'avait dit de façon tout à fait implicite et comme c'était le projet avec les Anglais. Mais à Paris, ça s'est pas concrétisé de cette façon. Après un congé mat et un Covid, j'étais pas exactement c'était pas le profil. Aux objectifs en termes de business plan financier. J'avais vendu un apport en industrie sur ce que j'apportais pas en financier avec une structuration RH des relations dans le cabinet et notamment parce que les anglo-saxons comprennent mal le statut de collaborateur en France. Ouais. Ils comprennent mal aussi la paternité. C'est atypique, ouais. C'est typique de la France et les anglo-saxons ont aussi parfois du mal à comprendre pourquoi quand un associé s'en va, il y a tout un pan de chiffre d'affaires qui s'en va avec l'associé. Parce que chez les anglo-saxons, souvent le client est attaché à la marque ouais. et pas à la personnalité de l'associé. Bref. Et donc les Anglais trouvaient le projet plutôt pas mal et en France, on ne s'est pas mis d'accord. Donc oui, je suis partie. Mais Parce que tu devais déjà structurer le RH. Non, moi c'est ce que je leur avais vendu. Je leur avais dit ce que je ne suis pas capable de vous apporter en chiffres
puisque entre mon congé mat et le Covid, j'avais pas fait exactement les objectifs de chiffres qui étaient la condition pour mon association. Mais ça faisait 12 ans que j'étais avec le même associé, donc je considérais qu'il était suffisamment mûr et il avait suffisamment de recul sur mon parcours pour savoir si je ferais une bonne associée ou pas, indépendamment des métriques pures. Mais bon élève que je suis, j'avais dit je vais compenser ce que je n'apporte pas en financier pur avec de l'apport en industrie, avec un investissement sur un sujet qui me paraissait essentiel dans le cabinet, qui était la structuration RH. Donc c'était déjà quelque chose. C'était déjà. Alors que tu fais du droit des affaires, tu fais pas du tout du droit du travail. Pas du tout droit du travail. Non, mais je suis assez. Les relations humaines m'ont toujours beaucoup été intéressée. J'étais déléguée de classe, j'étais déléguée du collège. Ah, tu faisais partie de ces gens-là. Je fais partie de ces gens-là, pardon. et j'ai toujours. Oui. Et est-ce que tu es maman déléguée aujourd'hui? Oui, je suis parent d'élève. Oh là là, mais c'est pas possible, elle va me tuer. Ok, d'accord. Pardon. Ok. Non, parce que je racontais que mon fils avait une boum à 8h30 du matin parce que nous enregistrons à 9h et que j'étais partie au milieu. Donc moi, je suis pas du tout maman déléguée, mais vraiment. Mais je manque plein de choses parce que parce que tu travailles par ailleurs. J'essaye. Comme les autres gens. Voilà, c'est ça. Exactement. Et non, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée. J'ai toujours eu. Mon boss m'a toujours présenté, tu sais, quand on faisait le tour des bureaux, quand il y avait un nouvel arrivant, stagiaire ou collaborateur, j'étais toujours présentée comme la syndicaliste du cabinet, ce qui n'était pas un mot très agréable dans la bouche des associés. Mais oui, j'ai toujours été intéressée, si tu veux, par la spécificité du statut et cette espèce d'ambiguïté qui existait dans le fait qu'on était tous confrères et donc sur un pied d'égalité, mais une structuration pyramidale dans les cabinets et que je comprends, qui fait qu'en fait, il y a une hiérarchie. Il y a quand même une hiérarchie. Ouais. Et cette difficulté de positionnement, je l'ai toujours trouvée intéressante dans les rapports humains. Donc, je me suis toujours beaucoup saisie des questions et c'est vrai que les jeunes collaborateurs sont toujours venus dans mon bureau lorsqu'ils avaient besoin de s'émouvoir ou de passer des messages. Oui, j'ai toujours eu l'oreille attentive à ces sujets-là. Ok, voilà. Donc je savais pas du tout, parce qu'on s'est rencontrés par ailleurs, et donc je savais pas du tout que tu étais la syndicaliste. Enfin, je sais pas pourquoi. En fait, être attentive aux relations humaines, c'est être la syndicaliste. D'ailleurs, par ailleurs, syndicaliste, c'est très bien puisqu'on en fait toi et moi, donc c'est pas la question. Mais ok, intéressant. Et donc ça se passe comment? Parce que donc tu constates que manifestement, tu ne seras pas associé, tu n'es pas sur le partner track et ça ne marchera pas. J'étais dans le futur leader programme de la firme dans laquelle j'étais. J'étais au niveau firme internationale dans le partner track, mais la concrétisation ne venait pas. C'était trop long. Ah ouais, mais ça, oui, et puis, je veux dire, et puis vraiment, j'ai posé la question à 2-3 associés du bureau de Paris en leur disant, je me pose des questions, je suis pas sûre de l'affectio societatis, j'avais pas une envie particulière d'adresser mes clients aux associés avec lesquels je travaillais. Ah oui, non, mais ça, c'est un peu la condition. Et j'ai 2-3 associés qui m'ont dit, mais tu sais, l'affectio societatis dans notre profession, ça n'existe pas. Et tu t'es dit, je me suis dit, en fait, je vais pas me battre. Pour moi, l'association était le Graal, la suite. Je viens de cette génération pour laquelle l'association, c'était. En fait, on trimait pendant des années dans le but d'arriver à l'association. C'était ma génération aussi. Et on ne s'est pas posé la question de est-ce que c'est vraiment ce que je veux et est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de le concrétiser. Et c'est vrai qu'un matin, je me suis réveillée en me disant, dans un an, j'ai 40 ans, je ne me vois pas être encore collaboratrice à 40 ans. Ouais. Même si aujourd'hui, j'ai une vie... Enfin, ça ne me correspond pas, mais je pense qu'il n'y a rien de dégradant à être collaborateur Preta. Et je connais des gens qui ont eu l'association et qui sont revenus en arrière en voulant être à nouveau collaborateurs. Parce que la pression du chiffre, c'est pas la liberté, l'association, dans des grosses structures, contrairement à ce qu'on peut croire. Bref. Et donc, je me suis dit, je me suis regardée en face et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux et est-ce que c'est ce que je veux avec ces gens-là? Et le constat a été que non, je courais après un titre, mais pas après une concrétisation d'un projet. Donc voilà, donc l'heure était venue de t'en aller. Bons amis et de m'en aller, oui. Tout à fait. Mais j'avais 0 client parce que j'avais tout développé. Oui, je me souviens. Et donc, du coup, tu pars avec 0 client. Oui. Un client, pardon. Oui, bon. Je dirais peut-être très sympa celui-là, mais enfin, voilà. Donc, tu pars avec un client et tu décides de monter ton truc. Et c'est concomitant, Iris et Thémis? Alors, en fait, tout ça a été... Je pense que Lila Louise, parce que c'est Lila Louise qui avait l'idée d'Iris et Thémis, est venue me faire un appel du pied en janvier. Connaissiez par ailleurs? On se connaissait par ailleurs. Moi, j'avais participé au crowdfunding de Fleur d'Avocat, ce qui m'avait donné accès à une de ses formations. Et j'avais rempilé sur une deuxième formation parce que je trouvais son approche extrêmement intéressante et vivifiante par rapport à ce que je connaissais par ailleurs. Et donc, si je te fais la chronologie rapide, en janvier 2022, Lila Louise me convoque pour prendre un verre et me dit, j'ai pensé à quelque chose, j'ai un projet en tête et je voudrais que tu travailles pour moi. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas comment les choses peuvent se faire, j'apprécie beaucoup ton travail,
Moi, je suis dans une période de flou, et elle le savait parce qu'elle m'avait accompagnée par ailleurs. Je vais avoir 40 ans, je ne serai pas salariée parce que je n'ai jamais été salariée de ma vie, donc je ne travaillerai pas pour toi, mais je pourrais travailler avec toi. Et donc ça, on est en janvier 2022. La table. Pardon. Elle parle avec les mains pour ceux qui nous écoutent et elle fait du clic-clic sur la table. C'est pour ça. En janvier, je peux parler avec les mains, mais juste tu tapes pas sur la table. En janvier 2022, donc, je prends ce verre avec Lila Louise. En février 2022, je déménage. Le 1er avril 2022, les statuts d'Iris et Thémis sont créés. Mais attends, ça va très vite là. Oui, recommence. Non mais même toi quand tu vois. Janvier 2022, Lila Louise me fait cet appel du pied. Février 2022, je dis à mon associé qu'on ne va pas continuer notre route ensemble. Et qu'on voilà. J'ai 6 mois de préavis, puisque je suis depuis longtemps dans la structure. Le 1er avril 2022, les statuts d'Iris et Thémis sont déposés. La boîte est créée le 1er avril 2022. Et la fin de mon préavis, c'est le 31 août 2022. Donc le 1er septembre 2022, mon cabinet ça y est, tu commences Iris et Thémis et le cabinet. Et pour moi, je pense que j'aurais eu beaucoup moins de courage, parce que l'installation, c'est quand même un peu de courage. J'aurais pas eu ce courage si je n'avais pas eu ce projet entrepreneurial à côté. Paradoxalement, du coup, c'est très paradoxal, parce que ça aurait pu te dire quel stress de faire 2 choses en même temps, en fait. Alors, mon caractère fait que je suis plutôt quelqu'un qui préfère avoir plusieurs projets en se disant que je mets pas tous mes œufs dans le même panier, que s'il y a un truc qui marche pas, un autre peut fonctionner. Et ma hantise absolue avec l'installation, c'était de me dire, je vais être dans mon bureau, enfin pas dans mon bureau, dans mon salon, puisque comme beaucoup de femmes qui s'installent, je n'ai pas pris de bureau. Les hommes prennent des bureaux, les femmes n'en prennent pas. C'est vrai que c'est... Oui. Et je me suis dit, je vais être dans mon salon à attendre que mon téléphone sonne. C'est pas possible, en fait. Enfin, ça me paraissait une angoisse absolument impossible à surmonter. Alors qu'en ayant un projet par ailleurs, je me suis dit, au final, je vais pas m'ennuyer, j'aurai quelque chose à faire. D'accord. Donc voilà, donc ça peut paraître contre-intuitif, mais les deux. Ok. Et l'idée de démarrage d'Iris et Thémis, c'était quoi ? Et après, je sais que tu nous racontes un peu. Alors, Iris et Thémis, on est à son 3e... on a fait 2 pivots. C'est le 3e business model qu'on met en place. Le pitch historique d'Iris et Thémis, c'est de constater qu'il y a une déconnexion totale entre les attentes des recruteurs, des associés qui veulent recruter des collaborateurs, et les velléités des collaborateurs, des jeunes avocats, et que ces 2 mondes n'arrivent pas à se rencontrer. Et donc, on se dit, on va essayer de sortir de l'existant. Moi, j'avais eu beaucoup de frustration comme jeune avocate quand j'ai été contactée par les chasseurs de tête. Je ne croyais pas tellement au modèle de la chasse de tête tel que j'avais pu l'expérimenter à la fois comme jeune avocate et à la fois comme recruteuse. Pourquoi ? Parce que je trouvais que entre ce qu'on me vendait sur le papier et ce que je retrouvais à l'arrivée, il y avait une déconnexion totale. Je trouvais que le travail n'était pas bien fait de qualification par les recruteurs. Oui, alors on peut appeler ça du profilage, mais en fait, je trouvais que tel que moi je l'avais expérimenté, je ne dis pas que c'est le cas pour tout le monde, globalement, il y avait quelqu'un qui cherchait, il y avait un vivier de candidats, et puis on prenait les 3-4 personnes qui avaient la bonne ligne sur le CV. Oui, ça c'est sûr. Et on essayait de se dire, ces gens vont se rencontrer et sur la masse, ça va forcément donner quelque chose. Moi, je me suis retrouvée à passer des entretiens comme jeune collaboratrice, déjà avec un discours hyper anxiogène des chasseurs qui me disaient mais attendez, vous avez un double barreau, vous avez 2, enfin j'ai un DEA et un M2, parce que je suis de l'année de la transition, mais vous avez 2 Master 2, enfin 2 troisième cycle, vous avez 2 barreaux. Qu'est-ce que vous faites ? J'étais dans un cabinet français à l'époque. Qu'est-ce que vous faites dans un cabinet français, dans un département contentieux ? Vous devez bouger, et puis ça fait 2 ans et demi que vous êtes dans la même structure. Si vous ne bougez pas maintenant, demain, ça sera trop tard. Enfin, un discours hyper anxiogène. Ah oui. Alors, j'ai toujours passé des entretiens. Moi, je passais entre 2 et 5 entretiens tous les ans dans d'autres structures. Ah bon ? Oui. Parce que je trouvais ça important de savoir ce que je valais sur le marché et de savoir pourquoi je restais, que ce soit un choix conscient de rester dans une structure et pas quelque chose de subi. Je suis restée 12 ans avec le même associé, dans plusieurs structures. Tu es restée 12 ans avec le même associé. On a changé de cabinet ensemble. Oui, mais en repassant chaque année 3 entretiens. Oui. Ah, c'est bien, c'est ça. Je trouvais, enfin voilà. Donc du coup, j'ai quand même bien pu expérimenter le monde des chasseurs oui, je pense, c'est motivé. Et puis après, quand j'étais counsel dans ma structure et dans le partner track, je devais constituer une équipe à un moment donné pour passer. Et j'ai dit à la structure, laissez-moi 1 mois pour recruter seule, parce que la politique dans le cabinet, c'était de prendre des chasseurs de tête. Et j'ai dit, laissez-moi faire par moi-même, et si dans 1 mois, j'ai pas trouvé quelqu'un, on aura recours à un chasseur. Et je préférais mettre l'argent qu'on ne mettait pas dans le chasseur à un intéressement pour le collaborateur qui allait arriver, que voilà. Et donc j'ai
recruté un collaborateur dont j'ai été très contente et que j'ai laissé derrière moi en lui expliquant pourquoi le projet ne se faisait pas et avec lequel je travaille toujours aujourd'hui. Donc tout va bien, il n'est plus dans la structure, mais on continue à se voir et à s'apprécier. Et donc j'avais une expérience du recrutement qui me laissait un petit goût amer en me disant il y a quelque chose à faire et on peut faire mieux. Lila Louise, elle, de son côté, était beaucoup sollicitée par des gens qui lui disaient est-ce que tu pourrais mettre ton réseau à disposition pour nous aider à trouver des collaborateurs et on galère. Oui, bien sûr. Ouais, ça, c'est sûr. Et on s'est dit, il faut révolutionner les choses. Et le projet initial d'Iris et Thémis, c'était de faire le Welcome to the Jungle des professions juridiques. C'est-à-dire de se dire, on va faire... C'est un média. C'est un média. On va travailler, on va bien rédiger les offres. On va faire de la rédaction autour des offres. Ouais. Et on va travailler sur la marque employeur. Oui, parce que Welcome to the Jungle, c'est... Enfin, moi, j'avais entendu un interview du gars qui l'a cofondé, donc... sur Génération Do It Yourself. Et donc, il disait, en fait, nous, on se qualifie comme média, ce qui est un peu... enfin, je ne sais pas si aujourd'hui, ils le referaient de la même façon, mais c'est un média autour des problématiques de ressources humaines. C'est ça. Et ça permet aussi bien d'accompagner les employeurs que les employés et une sorte de plateforme, d'accompagner. Ce que je veux dire, c'est de donner de la matière à la réflexion de l'employeur et de l'employé et peut-être de transformer les relations autour du travail. C'est ça. Et c'est quand même un job board, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui propose des offres d'emploi. Mais la particularité des offres sur Welcome to the Jungle, c'est qu'elles adressent les critères qui sont ceux qui sont recherchés par les candidats. La rémunération est indiquée, les conditions de travail sont précisées, c'est-à-dire le nombre de jours de télétravail, l'environnement de travail. Il y a des photos des locaux qui sont très travaillés, il y a des photos de l'équipe, il y a des interviews des gens qui travaillent dans l'équipe que le candidat serait amené à rejoindre pour qu'il se fasse une vraie idée de ce qui se passe. Et il y a une description très poussée de la société qui recrute. Et donc nous, on s'est dit, on trouvait ça, et moi je reste persuadée que ça sera l'avenir, mais j'y viendrai. Le produit avait un super accueil, c'est-à-dire que quand on a proposé ce système d'un vrai... en fait, parce que c'est ça, moi, c'est ce que j'avais vu. Il y avait, en fait, le site Iris et Thémis, c'était une site de diffusion d'offres de collaboration en cabinet d'avocats en adressant les critères qui étaient importants pour les candidats. Donc, on rédigeait l'annonce, c'est-à-dire qu'on discutait avec nos clients, ce qu'on fait toujours aujourd'hui. On discutait avec nos clients pour être sûr de bien calibrer l'offre. C'est-à-dire que quelqu'un qui venait nous voir et nous dire « je veux recruter un junior », on essayait de décortiquer pourquoi il voulait un junior. Et si on se rendait compte qu'il voulait un junior parce qu'il n'avait pas les moyens de se payer plus qu'un junior, mais qu'on se rendait compte, c'est le cas typique que j'ai toujours aujourd'hui, de l'avocat qui veut recruter un premier collaborateur, qui dit « je vais faire un premier recrutement, je vais recruter un junior parce que globalement, ça va me coûter moins cher. » Exactement. Si l'avocat individuel fait cette démarche de recruter un junior à un moment où il a du temps à consacrer à la formation d'un junior, c'est une super équation. La réalité, c'est que l'avocat individuel, quand il fait son premier recrutement, il en a c'est parce qu'il a envie qu'on le décharge. Il a besoin d'être déchargé et il a besoin souvent envie de se redévelopper, de faire des actions de développement ou de passer plus de temps avec sa famille, peu importe. Mais en tout cas, ce qu'il veut, c'est lever le pied. Et en fait, recruter un junior, c'est tout sauf lever le pied. Parce que recruter un junior, c'est intégrer quelqu'un qui a des besoins et des attentes de formation. Oui, bien sûr, donc, je comprends. On avait tout un travail, on fait toujours ce travail avec nos clients, de les aider à calibrer leur offre pour leur dire, en fait, on va prendre vos moyens à disposition, on va prendre la réalité de votre activité économique et aussi concrètement en termes de production, ce dont vous avez besoin, et peut-être qu'on va se rendre compte que ce n'est pas d'un junior dont vous avez besoin. Et en fait, la différence d'Iris et Thémis qui existait à l'époque et qui existe toujours aujourd'hui, c'est ce travail amont qu'on fait avec les recruteurs, de discuter et d'échanger avec eux sur ce qu'est la réalité de leurs besoins. Ce qui nous pousse parfois à leur dire des choses qu'ils n'ont pas du tout envie d'entendre. Genre. C'est-à-dire que moi, si tu viens me voir demain en me disant « Écoute, Déborah, c'est pas impossible, mais bon. » J'en peux plus parce que globalement, j'ai des horaires à rallonge. Je ne suis pas satisfaite de la qualité de ce qui sort parce que j'ai l'impression, même si c'est carré juridiquement, j'ai l'impression que tout se fait au forceps, que tout est difficile, que c'est vraiment pénible. Et à côté de ça, je veux développer, puis j'aimerais bien pouvoir passer un peu plus de temps au boom des enfants parce que j'en ai marre de partir tôt, à chaque fois d'être la maman qui part avant. Ton besoin, c'est pas un junior. Ton besoin, c'est d'aller trouver un profil qui est suffisamment opérationnel pour pouvoir te soulager day one. C'est-à-dire qu'au moment où tu l'intègres dans la structure, déjà, tu vas t'intéresser à ton recrutement. Ensuite, on va chercher des profils. Ensuite, tu vas intégrer une personne, tu vas recruter, tu vas signer un contrat de collab avec quelqu'un qui va avoir un préavis. Donc, globalement, la personne, entre le moment où tu te décides et le moment où elle arrive, il va se passer entre 5 et 6 mois. Oui. Donc, si en plus, quand la personne arrive, il faut que, globalement, tu passes encore 4 mois à l'onboarder,
à lui expliquer comment ça fonctionne dans ton cabinet. Quels sont les process, sous réserve que tu aies des process. J'en ai. C'est un autre sujet. J'en ai. Quels sont tes process? Quels sont tes clients? Comment tu as ficelé la relation avec tes clients? Et sur le fond des dossiers, comment tu travailles? Mais la personne, le confrère, il va être opérationnel. Dans un an, quoi. Dans 10 mois, s'il a la tête bien faite et que toi, tu es hyper carré sur la façon dont tu es capable d'onboarder quelqu'un et de déléguer. Oui, alors que si quand tu fais ton premier recrutement, évidemment que tu n'es pas carré et que tu n'es pas parfait sur ton... Malheureusement, non. Alors que si tu recrutes quelqu'un qui, évidemment, coûte plus cher, mais qui va rapidement être opérationnel parce que tu auras toujours ce temps d'explication sur la façon dont toi tu travailles et sur l'onboarding, sur tes process. Mais si tu as bien travaillé tes process, normalement tu as pu faire un Loom ou un Notion ou un document qui te permet de rendre immédiatement disponible pour la personne qui arrive le fonctionnement sur tes process. Et peut-être si tu as bien ficelé le truc de lui avoir envoyé en amont de son arrivée dans le cabinet pour qu'il travaille dessus avant d'arriver, globalement la personne peut être opérationnelle au bout de 3 semaines, 1 mois dans ta structure. Alors oui, ça t'a coûté de l'argent, mais si tu déconnectes le raisonnement et que tu n'es plus à réfléchir en charge mais en investissement, ton ROI, ton retour sur investissement sera beaucoup plus rapide qu'avec un junior. On a complètement... Alors attends, parce qu'on se recentre. Initialement, Iris et Thémis, c'est un job board avec un vrai axe sur la communication des offres et sur la marque employeur. Nos offres étaient faites de 2 façons. Il y avait une page offre et une fois qu'on avait vu le descriptif du poste, on pouvait cliquer sur en savoir plus sur le recruteur et là, on avait un vrai portrait de recruteur. D'ailleurs, au début de l'aventure... Vous mettiez des petites photos, les trucs étaient un peu sympas. Et puis un vrai portrait. On avait une zone de friction à l'achat, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'avocats qui nous disaient en fait, moi, j'ai pas envie de passer par ce système-là parce que j'ai pas envie de me livrer, j'ai pas envie de me mettre à nu et surtout, je n'ai pas envie de faire savoir au monde que je recrute. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de cabinets. Avant, les gens ne veulent pas. Il y a beaucoup de cabinets qui pensent. Non. Tu as des cabinets, quand la marque est notoire, beaucoup d'avocats disent moi, je ne veux pas faire savoir que je galère à recruter. Je ne veux pas faire cet exercice-là et je veux laisser penser que chez moi, les CV qualifiés arrivent à flot et que j'ai de l'avance sur le aujourd'hui, c'est quand même, tout le monde sait qu'il y a quand même un problème. En tout cas, nous, on a eu cette non zone de friction et donc on vendait un produit avec un prix d'appel qui n'était pas très cher. Globalement, on coûtait 10 fois plus cher que Village de la Justice et 10 fois moins cher que des chasseurs. Bien sûr. On avait un effort de production qui était énorme parce qu'on bossait avec des photographes. Bien sûr, c'était très joli les offres. C'était très joli. Non, mais ça mettait en valeur les gens. Non, mais c'était parfait. Mais on avait cette zone de friction pour que les prospects deviennent des clients. Et on s'est rendu compte en analysant les datas du chiffre, les datas du site, les chiffres du site internet, que 75% des candidats envoyaient leur candidature avant même d'être allés voir la page recruteur. Et donc, on s'est dit, c'est un non-sens économique. C'est un non-sens économique. Enfin, je veux dire, outre le fait que Welcome to the Jungle, qui était l'inspiration, est une société qui a longtemps pas été rentable. Mais très longtemps. Mais très longtemps. Et eux aussi, 12 pivots avant d'être rentables. C'est ça, exactement. Bien sûr, donc voilà, donc on s'est dit, tout ça n'est pas très sain et n'est pas très rationnel. Et à côté de ça, on avait tous les jours des avocats qui nous appelaient pour demander des prestations de chasse. Ah oui. Donc, on avait la chance de ne pas pouvoir s'entêter parce qu'on n'était pas un puits sans fond au niveau financier. Et donc, on a eu l'intelligence, je pense, que doivent avoir tous les entrepreneurs, de se dire, j'ai beau considérer que mon idée est la meilleure du monde, si elle ne trouve pas son marché et si on a du mal à vendre, à un moment donné, il faut avoir l'intelligence d'aller donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc, on a pivoté aujourd'hui. Iris et Thémis, c'est un cabinet de recrutement beaucoup plus traditionnel, mais avec un mode de fonctionnement qui est radicalement différent de ce qui existe sur le marché aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on continue toujours de faire cet énorme effort de qualification des besoins avec les recruteurs. À la faveur des échanges qu'on a avec eux, il nous arrive de leur donner beaucoup de prestations induites dans notre activité pour leur expliquer comment mieux se positionner au global dans la structure. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va intégrer un nouveau collaborateur, ça va souvent être l'occasion de revoir avec lui l'ensemble de la grille de rémunération de ses collaborateurs. Non pas pour dire aux gens, il faut payer plus. Contrairement à ce qu'on nous dit souvent, on n'est pas pro-collaborateur, on est pro-équilibre des relations. Et on part du principe que quand les choses sont mises sur la table, tout va beaucoup mieux. Donc, on passe énormément de temps à expliquer aux gens comment tendre vers quelque chose qui fait que demain, ils n'auront paradoxalement plus besoin de nous pour recruter. Donc, on fait ça. Et donc, on est un cabinet de recrutement et de conseil RH au global pour les entreprises, pour les cabinets d'avocats. On a énormément de cabinets qui nous demandent des prestations spot, j'allais dire, sur de l'accompagnement pour créer des parcours collaborateurs, de l'accompagnement, donc je le disais, pour revoir les grilles de rémunération, de l'accompagnement pour faire monter un collaborateur particulier vers l'association. Beaucoup d'accompagnement de ce type.
Ok. Et, par contre, on est accompagné d'autres professionnels. On ne fait pas de coaching à proprement parler. On a un réseau de partenaires. On a des coachs vers qui on dirige. On a plusieurs coachs vers qui on dirige nos clients quand ils ont besoin. Moi, je discutais avant la fin de l'année là, avec un cabinet qui m'a dit « j'ai besoin de recruter ». Je leur ai dit « mais il y avait 2 associés ». Et j'ai dit aux 2 associés « votre problème, ce n'est pas le recrutement. Votre problème, c'est de travailler la rentabilité de vos offres ». En fait, votre chiffre d'affaires fait que c'est pas sain de recruter un nouveau collaborateur. Ce qui est sain là, c'est de repenser votre politique d'offres vis-à-vis de vos clients pour améliorer votre rentabilité. Et on se reparlera dans quelques mois quand vous aurez fait ce travail pour voir s'il y a encore besoin de recruter. Mais je fais le pari que ça ne sera pas le cas. Et donc, il y a tout cet aspect-là de notre travail qui nous fait travailler avec des partenaires. Et puis, il y a sur aussi beaucoup d'aspects financiers qu'on ne... Enfin, je veux dire, moi, je sais gérer un business plan pour mon cabinet et je sais discuter avec les confrères pour faire le bon truc, mais je ne suis pas une financière née. Donc, il y a des cabinets qui ont besoin d'un accompagnement financier et on a des partenaires avec lesquels on travaille aussi là-dessus. D'accord, ok. Donc, au démarrage, on est... Donc, vous êtes, pardon, on est une sorte de welcome to the jungle, mais ça fonctionne pas trop. Enfin, ça fonctionne, mais en tous les cas, on a des clients. Vous avez des clients, mais on se rend compte que c'est enfin, je veux dire, pas une société, une société commerciale, elle est là pour faire des bénéfices. Ouais, c'est ça. Et du coup, on n'est pas, voilà, on n'y est pas. Et du coup, vous pivotez et vous devenez une agence de, enfin, un cabinet de chasse, un cabinet de recrutement, avec potentiellement, parce que vous avez une sensibilité et que Lila Louise est aussi connue dans l'accompagnement des collaborateurs, de travailler peut-être un peu plus en amont le parcours de collaboration, etc. Alors, elle est connue pour accompagner les collaborateurs. C'est aussi quelqu'un, enfin, on le sait peu, mais qui est formé au RH. Elle a un diplôme en ressources humaines. Lila Louise, quand elle a quitté la profession, en fait, elle est d'abord allée faire des RH. Et c'est dans le cadre de son master en ressources humaines qu'elle a eu le projet du podcast. Qu'elle a fait le pont. Et ensuite, elle s'est dit, je vais faire de mon projet une entreprise puisque ça a l'air de marcher. Mais le pitch de départ, c'était, je quitte la profession, je ne suis pas à l'aise. Comment ça se fait qu'il y ait énormément de gens qui ne soient pas heureux dans cette profession ? À la faveur de discussions, on lui dit, tu devrais discuter avec un tel ou un tel qui, lui, est heureux dans la profession. Elle décide de l'interviewer pour le cadre de son travail d'études. Et puis, c'est devenu un podcast. Et puis, à la faveur du podcast, c'est devenu ensuite des formations parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un besoin. Donc, oui, on a notre expérience terrain, mais il y a aussi il y a des diplômes. Oui, il y a des bien choses. sûr. Non, mais t'as raison, il faut dire les diplômes. Et donc, et toi, par ailleurs, ça veut dire quoi d'ailleurs le nom Iris et Thémis. Alors, Iris et Thémis, on a cherché un nom. On a eu un problème de disponibilité de marque et de nom de domaine. Et on est parti avec Iris, mais il se trouve qu'il y a une société qui s'appelle Iris Recrutement. Iris, c'est la fleur de la confiance. Et c'est aussi dans le symbole de la fleur, l'iris. L'iris est une fleur, et c'est ce qui symbolise la confiance. D'accord. Et dans la mythologie, c'est aussi la déesse messagère. D'accord. Donc voilà. Et puis Thémis, c'est la déesse de la justice. Donc honnêtement, on a brainstormé un petit moment sur le nom et puis on s'est dit qu'il y avait énormément de boîtes qui avaient un nom pourri et qui cartonnaient et d'autres boîtes qui avaient un nom génial et qui ne marchaient pas. Donc on a arrêté de se faire des nœuds au cerveau. C'est Iris et Thémis, voilà. Oui, mais je trouve ça très bien. Il y a une vraie signification. Mais bon, finalement... Ça aurait pu s'appeler... Ça aurait pu autre chose. Je suis d'accord, j'aime bien quand on me répond ça. Parce que je te jure que moi, j'ai des cabinets qui passent plus de temps à réfléchir au nom et qui se déchirent et qui brainstorment pendant je sais pas combien de temps, à la place de brainstormer sur, je sais pas, un pacte d'associés ou un truc qui me paraît quand même... Bon, après, c'est bon, peut-être j'ai un biais, tu vois, mais qui me paraît quand même être beaucoup plus les bases de l'association sur comment est-ce qu'on s'appelle. Mais ça, il faut le dire à tous les entrepreneurs. Enfin, il y a des gens c'est quand même fou, ce truc. Qui font un travail extraordinaire là-dessus pour sensibiliser les entrepreneurs à l'importance du pacte. mais vraiment, c'est fondamental. Non, mais c'est fondamental. Et c'est fou. En fait, je suis tout à fait... Mais bon, après, mon expérience te dit que oui, c'est fondamental. Mais après, la vérité, c'est que tu as des associations qui fonctionnent très bien sans. Oui. Et bizarrement, plus c'est gros, moins tu as besoin de pacte. Mais bien sûr, parce que moins il y a de risques. En fait, il n'y a pas de remous et il y a une sorte de pression du collectif et d'ancienneté, tu vois, où en fait on a ancré un certain nombre de choses et tout le monde... Sur la table. Mais t'inquiète, mais moi tu sais, je le fais avec mes doigts comme ça. On a ancré un certain nombre de trucs qui font que, en fait, tout le monde connaît la coutume, tu vois, il n'y a pas de sujet sur la coutume. Bon, petit aparté. Donc,
Est-ce que tu pourrais... comment est-ce que vous avez financé votre activité du coup, fonds propres? Fonds propres. Alors oui, l'entrepreneuriat en France est beaucoup soutenu par, j'allais dire Pôle emploi, France Travail maintenant. Ouais. Nous, on avait cette spécificité qu'on avait nos activités, donc Lila Louise, Fleur d'Avocat, moi, mon cabinet, qui devaient rémunérer 100% de nos besoins financiers avec une société à lancer qui allait nous prendre du temps. Donc c'est pour ça qu'on a eu très vite cet enjeu de rentabilité. Donc à la base, Iris et Thémis est financé sur fonds propres. Ouais. Comme on avait un produit tech, à la base, on est allé chercher une subvention et on a eu la chance d'avoir la bourse French Tech de la BPI. Ah, super. Parce qu'on avait un environnement tech qui existait. Donc ça nous a beaucoup aidé. Et puis, on est rapidement arrivé à la conclusion qu'on n'arriverait pas à tenir longtemps sur fonds propres. Donc, on a ouvert notre capital. Alors, oui, on a fait j'ai ce vu qu'on que appelle vous avez fait une levée de fonds, j'ai vu. Oui, alors c'est mignon. C'est trop sympa. Bah, en ouais, fait, c'est mignon, mais c'est trop sympa. L'idée, ça a été de faire une levée de fonds complètement communautaire. C'est-à-dire qu'on est allé chercher du financement chez des avocats et des gens qui gravitent autour du monde des avocats. Vous l'avez fait avec Legal, ça? Non. Non, finalement, non. En fait, notre levée de fonds, on a fait notre levée de fonds en 2023. Ah, on a clôturé notre premier tour. En fait, on était parti chercher 400 000 € en 2023. D'accord. On a réussi à réunir un peu plus de la moitié. D'accord. Et on a laissé ouvert pour faire le deuxième tour et pour finaliser fin 2024. Et c'est là qu'on devait le faire avec Legal Storm. Et en fait, la deuxième partie ne s'est pas faite. D'accord. Pour plusieurs raisons. C'est que... Vous en aviez plus. Alors déjà, on n'a pas mis les efforts qu'on a mis au premier tour parce qu'on avait énormément de clients à satisfaire et qu'on a mis l'accent sur la demande des clients. Je le dis toujours ça prend énormément de temps. Et à chaque fois que j'ai l'occasion de le faire, de pouvoir le faire, je le dis. La première source de financement d'une entreprise, ça doit être le chiffre d'affaires. Donc, c'est bien d'aller chercher des fonds. Non, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se sont fait avoir. Enfin, il y a eu l'âge d'or des levées de fonds et tout. Mais c'est important, notamment pour les confrères qui veulent avoir des activités accessoires. S'il n'y a pas de marché, si vous n'êtes pas capable de faire du chiffre d'affaires, aller chercher du financement. Il faut faire attention. Nous, on est allé chercher on est allé faire notre levée de fonds quand on avait déjà un produit qui fonctionnait. On n'était pas rentable à l'époque. On a laissé ouvert le deuxième tour en se disant qu'on le finirait parce que, après tout, toute la documentation corporate était faite et c'était possible de le faire. Et il se trouve qu'on a servi les clients. On n'a pas du tout mis les efforts qu'on devait mettre pour aller chercher les financements. Et la réalité, c'est que depuis le pivot de business model, on est rentable. Ouais, c'est ça. Donc en fait, se diluer davantage sur quelque chose de rentable, si ça avait du sens sur le plan communautaire, parce que je te disais, on s'est ouvert. Aujourd'hui, Iris et Thémis, il y a 22 personnes qui nous ont rejoints, qui sont des associés, qui sont des avocats. J'ai l'immense fierté de dire qu'on a des individuels, des associés de cabinets anglo-saxons, des associés de cabinets français, mais aussi des collaborateurs qui ont investi dans Iris et Thémis. Ah oui, donc c'est chouette, bien sûr. Et donc, c'est devenu un petit peu... on se voit régulièrement, on fait un dîner par trimestre, un dîner des investisseurs Iris et Thémis, des associés. Et on se voit et je suis contente parce que les gens font du business entre eux, les gens sont contents de se voir. Donc il y a des avocats et des gens qui accompagnent les avocats, parmi certains que tu connais, parmi eux certains que tu connais. Et voilà, c'est une chouette aventure, mais en tout cas, on n'a pas fait le deuxième tour. Donc nous n'avons pas levé les 400 000 € d'origine, mais seulement un peu plus de 200 000 €. Parfait. Et alors, si on prend un peu de hauteur, c'est quoi ta vision du recrutement en cabinet? Enfin, quelles sont les bonnes questions que tu dois te poser quand tu décides de recruter? Alors, je me place plutôt côté... mais peut-être pour les deux, parce qu'en fait, on a des collaborateurs et des associés qui nous écoutent. Donc, à quel moment tu décides de bouger de ton cabinet d'avocat, peut-être? Quand tu es collaborateur? Quand tu es collaborateur. Et donc, à l'autre bout du spectre... à partir de quand tu décides de recruter, sachant que, je te mets complètement à l'aise, moi, on passe son temps à me poser la question de à partir de quand tu passes en société, tu vois, je te mets un truc, et en fait, j'ai pas la réponse. Donc, tu peux tout à fait me dire, je n'ai pas la réponse. Mais je donne des balises de réflexion, donc c'est la seule chose que je te demande. Alors, j'ai plein d'avis sur la question, et j'ai plein d'occasions de vérifier mes intuitions à la faveur de la pratique. Maintenant, si j'avais la réponse absolue, j'en aurais fait un livre ou quelque chose pour expliquer à tout le monde comment il faut faire. Quand est-ce qu'on bouge quand on est collaborateur? Moi, ce que je dis toujours aux jeunes, parce que je discute beaucoup avec eux, c'est en fait, l'important, c'est d'être en phase avec ses aspirations et avec ce dont on a envie. L'important, c'est de se poser régulièrement la question. Moi, j'appelle ça les rendez-vous à soi-même. Je leur dis, tous les 6 mois ou 1 an, faites-vous un rendez-vous à vous-même que vous mettez dans l'agenda avec vous-même, dans lequel vous vous posez la question de ce que vous voulez pour les prochaines années et surtout de savoir où vous êtes par rapport à ce que vous avez dit que vous vouliez il y a quelques années. Est-ce que vous êtes au bon endroit par rapport à ce qu'étaient vos objectifs et est-ce que ça sert votre
parcours professionnel tel que vous l'envisagez à long terme. Ce qui pose déjà la question de savoir si en amont, on a défini un parcours professionnel. Ce qui peut être hyper anxiogène comme ça, de se dire, oh là là, il faut un parcours. Mais en fait, c'est est-ce que je suis bien ? Est-ce que je m'y retrouve ? Quel est mon intérêt du moment ? Est-ce que mon intérêt du moment, c'est d'apprendre ? Est-ce que mon intérêt du moment, c'est d'avoir du temps libre ? Est-ce que mon intérêt du moment, c'est de gagner de l'argent ? Est-ce que mon intérêt du moment, c'est de développer de la clientèle parce que je sais que dans 3 ans, je veux m'installer ? Et est-ce que la façon dont j'exerce aujourd'hui me permet de répondre à ces objectifs ? À titre personnel, je pense que c'est la seule question à se poser. Le discours anxiogène, encore une fois, de il faut changer tous les 2 ans, il faut changer tous les 4 ans, il faut passer par un cabinet de niche et puis ensuite un cabinet plus structuré et puis faire ci, faire ça. En fait, si c'est pour être malheureux, ça sert à rien. On a une profession qui est hyper dure. prenante, qui est hyper dure. Je sais pas, mais en tous les cas, prenante. Elle est prenante. Enfin, je veux dire, moi, je connais pas beaucoup d'avocats qui sont avocats de 9h à 18h et qui, après, arrivent à complètement déconnecter des dossiers et des clients et faire complètement autre chose. Donc, et parfois, j'aimerais pouvoir le faire moi aussi. Donc, en fait, si on est malheureux dans sa façon d'exercer et surtout si ce qu'on fait ne sert pas à un objectif et ne nous permet pas d'aller vers quelque chose, mais c'est hyper déprimant. Enfin, je veux dire, je suis pas surprise. J'en discutais avec une femme qui accompagne beaucoup d'avocats sur le taux de burn-out dans la profession d'avocat, mais je pense que si les gens prenaient le temps de se poser la question de vers quoi ils vont et est-ce qu'ils sont dans les dispositions qui leur permettent d'aller vers ce qu'ils cherchent, il y aurait beaucoup plus de légèreté. Parce qu'en fait, c'est pas grave de se rendre compte qu'on n'est pas au bon endroit. Ce qui est grave, c'est de ne pas se poser la question. Et ce qui est grave, c'est de se dire je suis pas au bon endroit, de subir et de ne pas changer les choses. Oui, bien sûr. Ça, c'est côté collaborateur. Côté recruteur, quand est-ce qu'on recrute ? Alors, il y a une espèce de légende urbaine qui dit qu'on recrute quand on fait entre 180 et 250 000 euros de chiffre et que c'est le moment où il faut recruter. Ouais, c'est clair, mais c'est vrai. Mais je comprends. Mais c'est ce qu'on dit. C'est complètement ce qu'on dit, mais c'est vrai. Mais en fait, il y a pour moi, le vrai déclencheur de quand je dois recruter, c'est quand, à un moment donné, je fais des tâches dans ma journée et je fais beaucoup de tâches dans ma journée sur lesquelles j'ai aucune valeur ajoutée. Et que donc, je peux déléguer parce que ça coûte moins cher de les faire à quelqu'un que de les faire moi-même. Alors, la première étape, souvent, pour les avocats individuels, c'est de prendre une assistante freelance. Aujourd'hui, on appelle ça des assistantes virtuelles parce qu'elles ne sont pas au bureau, mais c'est des personnes. C'est des vraies personnes, c'est des vrais gens. C'est des vrais gens. Et la première étape, parce que souvent on se dit, ça c'est facile et ça je peux facilement vérifier, la première étape souvent pour les gens, c'est d'aller déléguer l'administratif, ce qui est très bien. Il faut dire que c'est très chronophage quand même. Mais c'est hyper chronophage. Mais après, il y a des choses qu'on peut déléguer. C'est bien, il faut avoir un comptable, c'est bien d'avoir une assistante pour plein de trucs, d'avoir un CM, un community manager pour les gens qui ont de la présence en ligne, des réseaux sociaux et tout. Après, on est obligé en tant que chef d'entreprise de suivre quand même notre business plan, de suivre notre budget, de savoir où on en est. Enfin, après, chacun fait comme il veut, mais c'est quand même bien tous les 3 à 6 mois de faire un petit check, de savoir est-ce qu'on est au bon endroit. Est-ce qu'on est au bon endroit ? Est-ce que financièrement, les objectifs de l'année, sous réserve qu'on en ait posé, est-ce que je suis dans le bon track pour aller atteindre mes objectifs ? Est-ce que j'ai pas trop d'argent dehors ? Est-ce que le recouvrement se passe bien ? Ça aussi, on peut le déléguer. Mais en tout cas, sur la production pure de notre métier, sur ce qu'est notre métier, le critère, c'est qu'est-ce que je dois déléguer ? Qu'est-ce que je fais ? Je prends les tâches de ma journée, de ma semaine, de mon mois ou de mon trimestre, peu importe, et je regarde en face si ça a du sens que ce soit moi qui fasse ces tâches. Si tu fais du contentieux et que tu travailles sur des dossiers, que tu es tout seul et que 70% de ton temps, tu le passes en audience, à faire des dossiers de plaidoirie et à répondre à des demandes clients, la première question que je vais te poser, c'est est-ce que tes process sont suffisamment bien mis en place pour que tu puisses dégager du temps et que ce soit moins chronophage de répondre aux demandes des clients, de faire tes dossiers de plaidoirie, etc. La deuxième question que je vais te poser, c'est est-ce que ça n'aurait pas du sens que certaines tâches soient déléguées à un collaborateur ? Il ne s'agit pas de faire du collaborateur la petite main qui va faire que tes dossiers de plaidoirie. Oui, parce que là, du coup, parce que c'est pas l'objectif. C'est pas... Après, encore une fois, en fait, ça dépend. Tout est possible. Mais dans ces cas-là, si ce dont tu as besoin, c'est de quelqu'un qui te fait tes dossiers de plaidoirie et qui gère la facturation, c'est pas un collaborateur qu'il te faut. C'est une assistante. C'est un alternant qui se forme aux fonctions support qui existent dans les cabinets d'avocats. Plein de choses. En fait, quand est-ce qu'il faut déléguer ? C'est hyper personne et cabinet dépendant. Tu as un rapport au recrutement tu as des gens qui ont toujours un collaborateur d'avance. Tu as des gens qui te disent, moi, je sais que pour être bon et performant, quand j'ai une demande qui entre, il faut que je sois capable de la gérer immédiatement. Et ma promesse vis-à-vis de mes clients, ma proposition de valeur, c'est la réactivité. Donc en fait, quand un dossier rentre, je ne dis jamais non, je ne dis pas c'est pour dans 3 mois, je dis ok, je vais le faire et j'ai toujours un collaborateur d'avance. Et donc dès que ce collaborateur est à 80% de son temps, je déclenche un nouveau recrutement. Tu as d'autres gens qui te disent « J'attends de savoir que pendant 6 mois, je suis plus capable de traiter moi-même les dossiers et d'être épuisée pour recruter. » En fait,
ça dépend de toi, de ta personnalité, et ça dépend de tes moyens financiers aussi. Et c'est pour ça que dans l'idéal, ça s'anticipe. Le jour où tu fais un business plan en début d'année, que tu te dis cette année, je vais faire 200, 300, 500, 600, et je le fais tout seul, 800. 800 tout seul, il est chaud quand même. On en a. Tout seul? Oui, tout seul. Hyper processé. On a des gens, j'en ai rencontré plusieurs sur Plusieurs les 2 qui dernières font années, 800 qui 000 font entre euros tout seul. 650 et 900 tout seul. Oui. Ah non, mais moi aussi, je suis tombée de ma chaise. Tombée de ta chaise, oui, mais même du sol, quoi. Mais en fait, et eux se disent, tiens, je vais peut-être commencer à recruter. Ah oui, ça me paraît bien, Michel. Enfin, ou quoi que, en fait, ou pas, quoi, en fait. Mais s'il n'a pas besoin, tu vois. Donc, en fait, c'est hyper personne dépendant. Oui, non, mais c'est quand même un peu atypique, ça. Oui, mais si c'est processé, mais processé, tu es sur des que... matières qui se processent. Ah oui, Si tu as des matières, dans lesquelles tu peux... Et quand je dis process, attention à ne pas confondre process et outils. Quand je dis process, on ne parle pas de l'intelligence artificielle. Oui, on pas parle nécessairement, de process, bien sûr, de process, bien de sûr. choses qui sont mises en place, qui roulent, qui vont bien. Non, mais... Alors, ces gens-là peuvent avoir des freelances avec eux, peuvent avoir d'autres choses, mais globalement, ils ont un cabinet de 1. Ils ont un cabinet, ils sont une personne. C'est fou, cette histoire. Mais ça existe. Donc, pour te répondre, en fait, le critère, je pense que le critère, c'est toi, face à toi-même, où j'en suis, quelles sont les tâches sur lesquelles ça n'a pas de sens que je passe autant de temps, et comment je fais, c'est pas tant est-ce que j'ai les moyens, c'est comment je fais pour avoir les moyens de le faire rapidement. Et donc, du coup, l'idée, ça serait peut-être plutôt de se poser et de se dire... donc j'ai mes tâches que je fais et en fait c'est quoi mon objectif, parce que ton objectif ça peut être je veux faire plus de développement, donc il faut que quelqu'un traite les dossiers et donc là ça peut-être que ça donne un premier indice sur quel profil de collaborateur il faut recruter, parce que si c'est quelqu'un qui doit te décharger, effectivement je comprends ta réflexion en disant c'est probablement pas un junior, quoi. En revanche, si ton objectif, c'est de plus faire un certain nombre de tâches qui peut-être sont à un peu plus faible valeur ajoutée, là, on pourrait peut-être envisager le junior qui commence à se former sur des stages, comme on a commencé, c'est-à-dire à faible valeur ajoutée, puis ensuite tu recommences. Ok. Intéressant. Et après, tu peux avoir un autre objectif qui est d'avoir quelqu'un qui fait à peu près la même chose que toi, mais qui va te permettre de développer un pan annexe de ton activité sur lequel toi, tu n'as pas d'expertise. Mais alors, ok, c'est intéressant. Alors, tu vois, je me suis posé la question, moi, mais tu fais comment pour le contrôler, en fait? Ça veut dire quoi, contrôler? C'est checker la validité de ce qui sort de chez toi. Ah bah attends, la personne travaille avec toi, c'est quelqu'un que tu intègres. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, moi... sur une compétence que tu maîtrises pas, oui, tu as raison. Pas totalement, quoi, tu vois. Il y en a qui font ça? Il y en a qui font ça, bien sûr. Tu as, par exemple, en fiscal, tu as des gens qui font du fiscal. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui font de la fiscalité patrimoniale et qui ont de plus en plus de demandes sur de la fiscalité corporate et qui ne maîtrisent pas la fiscalité corporate et qui vont aller chercher un confrère qui fait de la fiscalité corporate historiquement et ils vont travailler ensemble. Alors, dans ces cas-là, on peut chercher un associé. Et puis on s'associe avec quelqu'un, ou on peut chercher un collaborateur middle ou senior qui a fait, là, du coup, a priori, et qui a fait et après comment tu contrôles, enfin c'est hyper compliqué cette question, mais d'ailleurs même avec des juniors et même avec quelqu'un, comment tu vois que quelqu'un est bon dans notre matière? Déjà, tu vois le nombre de dossiers qu'il a traités, mais ça, on va peut-être en parler un peu plus tard quand on parlera des aspirations des collaborateurs et de ce qu'ils veulent. On est quand même dans un métier où il faut faire du dossier pour apprendre. Enfin, je veux dire, c'est en passant du temps et en faisant beaucoup de choses et en multipliant les dossiers qu'on apprend dans notre métier. Donc déjà, quand tu as quelqu'un qui a fait 3, 4 ou 5 ans la même expertise, tu peux te dire qu'il a vu suffisamment de dossiers pour avoir un certain niveau de connaissances et une certaine technicité. Et puis après, tu le vois rapidement dans la satisfaction des clients et dans la satisfaction des dossiers. Tu peux te tromper, mais ça aussi, il faut l'accepter dans un recrutement. Tu bordes au maximum pour essayer de trouver la bonne personne et de bien faire les choses, mais tu peux te planter. Enfin, c'est comme si tu me disais aujourd'hui je suis célibataire, je veux trouver un mec, comment je fais pour être sûr que c'est la bonne personne? T'as deux, trois trucs, l'expérience de vie, t'apprends qu'il y a 2-3 signaux qui te font dire qu'il vaut mieux pas y aller et 2-3 autres qui te disent a priori c'est plutôt safe, mais globalement il y a qu'en fréquentant la personne et en évoluant avec elle que tu sais si sur le long terme vous êtes fait pour être ensemble. Et d'ailleurs ça veut pas dire que le collaborateur est un mauvais collaborateur, c'est juste que le fit ne se fait pas. Bien sûr. Alors, c'est marrant que tu fasses ça peut nous faire embrayer sur la question d'après que j'avais. Tu sais, alors on dit qu'il y a vraiment des difficultés pour recruter. Alors, ce qui est hyper marrant, c'est que évidemment moi, je suis plutôt côté. J'ai plus de cabinets qui viennent me voir que de collaborateurs de par mon activité. Alors pour le coup, j'en vois beaucoup, et j'en ai pas un seul qui me dit pas je n'arrive pas à recruter. Pas un. J'ai été à la job fair du barreau de Paris, donc on peut en penser ce qu'on en veut, elle a le mérite d'exister, là n'est pas le sujet. En revanche, je me suis retrouvée à faire des pitchs à des collaborateurs sur
moi, c'était toujours mes sujets. Donc, je sais pas, comment monter son cabinet d'avocat après l'école, je crois, ou je sais pas quoi. Et je n'avais que des gens dans la salle qui m'expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à trouver de collaboration. Mais et là... C'est deux mondes qui se rencontrent pas. C'est deux mondes complètement qui se fou. rencontrent pas. Oui. Et alors, même des matières où je pensais qu'il y avait plein de travail, typiquement la propriété intellectuelle, tu vois, où quand même, je veux dire, les problématiques sont de plus en plus prégnantes, le contenu est de plus en plus prégnant, il y a quand même des gens qui sont arrivés dans nos métiers, genre les influenceurs et tout. Franchement, c'était des métiers qui n'existaient pas auparavant. Donc, pour moi, la PLA était un truc vraiment important et je me suis rendu compte que tous ces gens-là, en tous les cas, disaient qu'ils ne trouvaient pas de travail. Non, mais alors, moi aussi, j'étais à la Job Fair, tu vois, j'avais proposé un atelier, on m'avait demandé d'animer un atelier sur comment bien recruter, donc qui s'adressait aux recruteurs. Dans ma salle, je n'avais que des collaborateurs qui étaient venus chercher des infos pour bien postuler. Ouais, mais il n'y a aucun recruteur à la Job Fair. Bon. Enfin, du coup, c'est peut-être non, je voulais pas le dire comme ça. Enfin, disons que je pense qu'ils prennent pas les ateliers. Voilà, non, on va dire ça mais voilà. Du coup, je n'ai pas fait la formation, j'ai fait autre chose et c'est pas grave. Et on a discuté, mais globalement, ces deux mondes n'arrivent pas à se rencontrer parce que, déjà, il faut voir le sujet un peu macro. Il ne faut pas, avec nos yeux, regarder le monde du travail et l'état du recrutement dans la profession d'avocat tel que c'était le cas il y a 15 ans. Aujourd'hui, la profession d'avocat, par exemple, a énormément de concurrents. C'est-à-dire que on vient de la même époque. Quand on sortait de l'école d'avocat, on était avocat et globalement, ceux qui, au bout de 5-6 ans, n'y arrivaient pas ou étaient malheureux ou voulaient fonder une famille rapidement, allaient en entreprise. Ouais, aujourd'hui, juriste en entreprise, c'est un vrai projet de carrière et il y a des gens qui rentrent à l'école d'avocat. Ça pose la question du financement par nos cotisations professionnelles de gens qui ne viennent pas dans la profession, mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais ça, ils ne veulent pas le regarder, par ailleurs. Mais il y a des gens qui viennent à l'école d'avocat parce qu'ils savent que s'ils sortent de l'école d'avocat, ils auront une meilleure proposition comme juriste d'entreprise, mais ils ont envie d'être juriste d'entreprise. Et c'est très bien. Enfin, juriste d'entreprise, c'est un super job, et puis, c'est une super profession. Les gens sont très très bons techniquement en plus. Non, mais c'est surtout que... c'est des jobs maintenant où tu es vraiment intégré dans le... parce que le juridique, au sein des entreprises, a pris énormément de place par ailleurs. Donc, il y a la concurrence des directions juridiques. Il y a une inadéquation entre les formations universitaires, les populations qui sortent des M2 et le besoin du marché. C'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage de 3 à 5 ans entre les populations qui sortent et le besoin du marché. Il y a des formations dont on aura besoin demain qui n'existent même pas aujourd'hui. Tu vois, il y a encore, je crois pas, beaucoup de troisième cycle qui sont spécialisés sur les cryptos, les NFT, les choses comme ça. Et pourtant, tu as des gens qui ont des besoins de recrutement là-dedans. Il y a ce décalage-là. Et puis, il y a aussi la concurrence de l'installation. C'est-à-dire que moi, je considère qu'on survend l'installation et qu'il faut faire très attention. Mais tout le monde, ils s'installent tous, c'est un truc de fou. Mais parce que la collaboration n'est plus quelque chose d'attractif. La collaboration libérale n'est pas attractive. Alors, pourquoi c'est pas attractif? Moi, si tu me demandes mon avis, la collaboration libérale, c'est le meilleur des deux mondes. C'est le meilleur de l'indépendance avec une certaine protection. Mais 80% des collaborateurs avec qui je discute me disent que la collaboration, c'est le pire des deux mondes. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de ne pas avoir la protection du salariat tout en ayant des contraintes qui font qu'ils ont besoin d'être présents au bureau, qu'ils ont besoin de travailler beaucoup, qu'on ne les laisse pas tranquilles et tout. Donc, il y a déjà une défiance de principe sur le principe sur le statut de la collaboration libérale. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est pas le sujet, c'est un fait. Ok. C'est un fait. Vécu plus par les... Mais en fait, par les deux parties. Mais par les deux. Sauf que c'est tout le paradoxe de l'avocat. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur notre business model. Quand on leur a proposé Iris et Thémis première génération, tout le monde trouvait ça génial. Mais quand il s'agissait d'acheter, les gens étaient plus réticents. Et ben là, c'est pareil. Les cabinets, quand tu discutes avec eux, ils te disent « Ah oui, la collaboration libérale, c'est vrai qu'il faudrait revoir les choses et tout ». Quand il s'agit de leur proposer un tout petit twist sur le contrat type de l'ordre de la collaboration libérale pour proposer quelque chose qui soit plus attractif, tout le monde se retranche derrière « Ah non, l'indépendance de l'avocat, tout ça, on ne peut pas revoir ». Ouais, c'est un vrai sujet. Il y a un vrai sujet sur le statut qui fait que, par définition, aujourd'hui, chez les jeunes, qu'on soit d'accord ou pas, la collaboration libérale n'est pas attractive. Ça pose un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que ces deux mondes n'arrivent pas à se rencontrer parce qu'ils ne savent pas se parler. Et c'est le travail que nous, on essaye de faire. Et je touche du bois, on a plutôt de très bons résultats aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire qu'on fait cet effort d'aller comprendre ce que veut un collaborateur. Moi, quand je discute avec un collaborateur, c'est pour ça qu'on fait de la chasse, mais pas que. Nous, on a des offres qui sont postées sur le site et auxquelles les candidats peuvent répondre spontanément. C'est-à-dire qu'on a deux flux, on a deux façons de proposer des candidatures à nos clients. On a les candidatures spontanées qui nous sont adressées
c'est qu'on gère et qu'on traite. Et moi, je peux appeler un candidat qui a postulé à une offre et ne pas le présenter au recruteur parce que je considère que ça ne correspond pas avec le cahier des charges qui m'a été donné. Et on fait ensuite de l'approche directe où on va chercher les candidats. D'accord ? Et c'est une sélection de ces deux mondes qu'on propose au recruteur derrière. Mais globalement, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te dire. Mais, non, tu disais là, ces deux mondes ne se rencontrent pas. Ces deux mondes ont du mal à se rencontrer parce que déjà, ils ont une incapacité à être... Enfin, le plus dur, c'est la transparence. Si tu veux, il y a cette espèce de jeu biaisé de l'entretien de recrutement et du principe du recrutement. Mais ça, c'est un peu partout. C'est le recrutement en oui, mais en règle générale. On perd du temps et pardon, mais on perd tous de l'argent, en fait. Parce que quand un cabinet explique que quand tu vas les rejoindre, tu vas être comme ci, comme ça, tu vas faire ci, tu vas faire ça, et que dans les faits, le collaborateur, il arrive, et que c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire qu'on lui a dit, tu vas être hyper formé, tu vas être intégré dans un collectif, tu vas faire ci, et que le premier jour, il arrive, il n'y a pas de déjeuner qui est prévu, il discute avec personne, globalement, on lui a posé un dossier sur son bureau, on lui a dit, c'est pour dans 2 heures, je caricature, je force le trait, mais en fait, il faut arrêter ce jeu de séduction qui est nocif, et qui fait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Mais enfin, t'es dur quand même, parce que même quand tu dragues, tu te présentes sous ton meilleur jour. Je te jure que moi, mon mari, 15 ans plus tard, il m'aurait présenté comme ça le truc, j'aurais dit non. Et pourtant, on est mariés depuis 15 ans. Oui, pas heureux tous les jours. Ce que je ne te souhaite pas, c'est que je fais le pari que si demain tu me parles de mon divorce. Si demain tu devais pour l'exercice retenter le jeu de la séduction avec ton bagage et ton expérience, je fais le pari que évidemment que tu te montrerais sous ton meilleur jour, mais il y a des choses, des bagages et des choses qui font que tu es qui tu es aujourd'hui, que tu aurais besoin de mettre sur la table immédiatement pour être sûr de ne pas faire fausse route. Et c'est normal. Typiquement, tu arrives, tu as des enfants. Demain, tu vas rencontrer là, je peux pas les cacher. En plus, ils prennent beaucoup de place. Tu vois, selon qui tu rencontres, il y a des gens pour qui c'est un no-go. Et en fait, tu vas pas aller perdre du temps à dire à quelqu'un, ah bah moi, non, j'ai pas d'enfant pour au 4e rendez-vous débarquer avec. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est pareil. En fait, dire oui, chez nous, on va faire du télétravail. Si au final, il n'y a pas de possibilité de faire du télétravail, c'est exactement le même exemple que tu sais qu'on a exactement la même chose avec les associés. C'est exactement pareil pour les associés. C'est-à-dire que on est hyper transparent. C'est ça nos valeurs cardinales de transparence. Et il n'y a personne qui connaît la rémunération de personne. Et personne ne sait comment on progresse dans le partner track et tout. Mais j'ai envie de leur dire, les gars, mais en fait, on peut se dire que ça n'existe pas. Et moi, je leur dis. Pas grave. Non, mais c'est, tu vois. On a envie de leur dire. Ça n'est pas grave. C'est juste pas ça votre valeur cardinale. C'est autre chose. Et vous avez une autre identité. Et c'est pas grave. Mais juste, ouais, t'as raison. Je dis pareil. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais t'as quand même besoin de susciter un peu de désir. C'est ça ce que je veux dire. Mais t'as besoin de susciter du désir, mais pas sur du mensonge, pas sur quelque chose qui n'est pas pas sur des choses qui ne sont pas tes fondamentaux. Concrètement, tu vas. Moi, je fais beaucoup le travail avec les cabinets de leur dire, ok, je leur pose aussi la question de leurs valeurs, de comment ils voient les choses et tout. Je leur demande quelles sont les attentes qu'ils ont. Ah, moi, je veux un collaborateur qui soit rigoureux. Oui. Ok, mais je suis désolée, moi, je suis client d'avocat, j'attends de mon avocat qu'il soit rigoureux. Oui, je veux dire, je suis d'accord. Éviter de me dire que... Et puis, ok, alors on va prendre la rigueur. C'est quoi pour vous la rigueur ? T'en as pour qui la rigueur ? C'est d'être là tous les matins à 8h30 et de partir à 20h30. Ouais. T'en as pour qui la rigueur ? C'est la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Une faute d'orthographe, on n'est pas quelqu'un de rigoureux. T'en as pour... Peu importe, en fait, on va chercher... Tu peux me refaire ta phrase là ? La forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Non, mais c'est pas possible. J'adore ce truc. C'est pas de moi. Hein. Non, mais Comment ça, t'imagines ? Non, pardon, mais c'est vrai, t'as raison. Non, mais bon, c'était vraiment une phrase que tu t'as dite avec genre, la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Ok, très bien, je la ressortirai. Sachez que je la ressortirai. Tu vois, en fait, moi, par exemple, je suis une psychorigide de l'orthographe. Okay. Et je me surprends moi-même à faire des fautes d'orthographe à force de taper au clavier, mais j'ai arrêté d'écrire et ensuite de taper ce que je fais parce que c'est plus possible. Mais en fait, chacun a ses trucs. Il est évident que si moi j'ai un associé qui recrute, qui est psychorigide de l'orthographe et de la syntaxe, bien en fait, quand un candidat, je vais échanger avec lui, je vais lui demander comment vous rédigeriez un mail de couverture pour envoyer ci ou ça, et je vais le voir tout de suite. Et en fait, je peux dire au candidat, bon, vous avez des efforts à faire, vous avez des progrès, je vais vous envoyer en entretien dans ce cabinet, mais sachez que si vous êtes recruté, vous aurez beaucoup d'efforts à faire et tout. Mais en fait... Oui, il le sait, il ne sera pas surpris. Tu vois, donc, oui, l'effort de séduction, mais à un moment donné, il faut avoir la lucidité de on a tous des choses à offrir, on a tous des choses qui sont bien. Et ça, c'est aussi pour nous comme avocats et comme entrepreneurs. En fait, il faut travailler
ses forces et pas ses faiblesses. Quand tu es jeune, tu te dis souvent, je vais travailler mes faiblesses pour essayer de les mettre à... Tu sais, tu as ce dans quoi tu es fort, tes zones de génie, chacun appelle ça comme il veut, et les choses sur lesquelles tu es moins bon. Et souvent, on fait l'erreur de se dire, je vais travailler sur ce sur quoi je suis moins bon pour devenir un peu average. Mais en fait, non, bosse tes forces. Tes faiblesses. J'adore. J'ai juste une question, parce que l'heure passe vite. J'ai une question quand même que je voulais absolument te poser. Oui, parce que ça, moi, on me la pose très souvent. Et j'imagine que toi aussi. Est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi les packages qui marchent? Qu'est-ce que tu peux proposer? Par exemple, tu disais, typiquement, il y en a qui hésitent à recruter ou qui recrutent des juniors parce qu'ils n'ont pas assez de budget. Mm-hmm. Donc, évidemment, tu peux revoir tes offres, évidemment, tu peux retravailler toi ce que tu es, mais tu pourrais aussi, quand on avait discuté de ce podcast, tu m'avais parlé de package, de choses que tu pouvais proposer qui n'étaient pas nécessairement de la rémunération. D'ailleurs, toi, c'est ce que tu as essayé de proposer dans ton cabinet. Malheureusement, ça n'a pas été vécu avec autant de valeur ajoutée, mais tu disais, moi, je n'avais pas nécessairement le chiffre, mais en revanche, j'ai proposé manifestement une compétence que tu as. C'est quand même too bad pour eux, mais une compétence que tu avais en disant, moi, je vais vous structurer votre RH. Est-ce que, en tant que recruteur, tu peux proposer d'autres choses que de l'argent, en fait? Oui, mais alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le mythe autour de l'argent, il est vraiment surestimé. Je le disais déjà à l'époque, mais je le dis toujours, les gens qui viennent chez vous pour de l'argent partiront de chez vous pour de l'argent. Ouais. Il y a toujours une poche plus pleine qui passe à côté. À part 2-3 cabinets qui sont américains, en l'occurrence, et qui payent... des sommes pour lesquelles personne ne pourra globalement s'aligner. Ouais. Les gens qui viennent pour l'argent partent pour l'argent. Donc, une fois qu'on a satisfait les besoins fondamentaux financiers des collaborateurs, alors selon les collaborateurs, c'est le tarif UGA ou c'est plus, mais globalement, quand on est là, c'est pas l'argent qui fait la différence. Et en fait, ce qui est très dur, c'est de trouver le package qui, à la fois, permet une cohésion dans le cabinet, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est transparent, qui est objectif et qui permet de satisfaire tout le monde, et en même temps qui prend les intérêts individuels en compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui veulent de la formation, il y a des gens qui veulent du temps, il y a des gens qui veulent de l'argent. Okay. Une grille de rémunération est faite des vacances aussi, du temps, c'est ça. Alors oui, sachez que beaucoup de cabinets sont passés aux 6 semaines de congés payés. C'est ce que j'ai entendu. Oui, beaucoup de cabinets sont passés à 6. Il y a de plus en plus de cabinets qui passent à la semaine de 4 jours. En fait, ça dépend. Moi qui fais du contentieux, typiquement la semaine de 4 jours, il faudrait qu'on soit 6 ou 7 pour que ça tienne. Parce qu'en fait, avec les audiences, avec tout ça, quand t'es 1 ou quand t'es 2, la semaine de 4 jours, il y a une audience... Sorry, too bad. Non, mais bon, après évidemment, tout le monde est flexible. Mais en fait, le package, c'est de trouver la solution qui est économiquement rentable pour le cabinet, qui ne crée pas de divergence et qui satisfait un besoin personnel de l'avocat. On a eu un moment où beaucoup de cabinets d'avocats proposaient des cours de yoga, en se disant, moi, oui, ça a été la grande mode, c'était le baby-foot des startups, c'était les cours de yoga dans les cabinets, en disant, chez moi, il y a un prof de yoga qui vient... Non mais, c'est très bien pour les gens qui aiment le yoga. Sauf que si dans une équipe, tu as Julie qui adore le yoga, elle est hyper contente de cette mesure, et si à côté, tu as Marie qui, elle, adore... le kickboxing ou en fait, sa façon de se ressourcer, c'est de prendre l'air et d'aller dehors et surtout pas d'être avec des gens, et que elle, son moyen de se ressourcer, c'est d'aller faire un jogging. Et peut-être que au lieu de dire on va faire un cours de yoga, on va instaurer que chaque collaborateur peut exercer la valeur cardinale du cabinet, c'est que par exemple on croit à un esprit sain dans un corps sain, donc en fait on valorise le fait que les collaborateurs puissent faire du sport, et en fait quand chacun arrive, il dit moi j'ai boxe le lundi à 17h, donc en fait tous les lundis à 16h30 je suis partie parce que la boxe c'est mon truc et j'adore ça même si je suis pas à faire des compétitions. L'autre c'est yoga. En fait c'est de trouver un truc. Quand on dit ça, les gens me disent oui mais vous comprenez, moi s'il y a un rendez-vous client à 18h le lundi, je fais comment? Déjà par principe on dit que le lundi les dossiers qui sont traités par cette personne, il n'y a pas de rendez-vous les clients. Enfin, il n'y a pas un client qui veut tous ses rendez-vous toujours le lundi à 18h. Et 2, les gens, quand on leur donne cette flexibilité-là, les collaborateurs, et c'est vrai, il faut arrêter de dire que les gens ne veulent pas bosser, ils savent avoir l'intelligence de situation. Oui, sûr, le jour galère, où il y a quelque évidemment. chose ou s'il se passe quelque chose, ce sont les premiers en plus à vous donner la contrepartie et à dire évidemment que je vais rester. Donc c'est trouvé. J'en sais rien. Moi, je discutais avec un cabinet l'autre jour qui m'a dit moi, globalement, les jours de rentrée scolaire, c'est des jours où il n'y a personne au cabinet. En fait, le cabinet est fermé le jour de la rentrée scolaire. Parce que je refuse que les parents doivent faire le choix de c'est la maman, c'est le papa qui accompagne. En fait, oui, c'est intéressant. Et tu as d'autres exemples comme ça?
T'en as plein. Une recruteuse qui me disait, voilà, j'ai recruté une nouvelle collaboratrice, je pouvais pas lui donner l'argent qu'elle voulait en termes, mais par contre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le vélo, donc je lui ai acheté un vélo électrique. Sa prime, son bonus d'entrée, c'est le vélo électrique. Je lui ai dit, c'est super, mais attention, vous faites quoi pour les collaborateurs en place pour les Oui, parce qu'après, tu as une équité. Elle me dit, non mais, et je lui ai dit, L'année après un abonnement chez Moustache. Non mais, même si vous pouvez pas le faire, en fait, vous discutez avec les autres en disant que pour soulager l'équipe, on a besoin d'intégrer quelqu'un, que ça coûte de l'argent, qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de se mettre à niveau, mais qu'on a construit un plan qui fait que dans 6 mois, tout le monde sera rattrapé. Donc, soit tout le monde aura son vélo électrique dans 6 mois si on est dans un cabinet où tout le monde aime le vélo, soit il y aura un abonnement à la salle de sport. Je sais que ça paraît très naïf dit comme ça, mais ça fait partie des choses qui, aujourd'hui, sont à prendre en compte pour créer un environnement de travail. Parce que non seulement les gens sont contents, et donc ils viennent chez vous pour recruter, mais le vrai sujet, c'est pas tant le recrutement, c'est aussi la fidélisation. Parce que c'est pas un scoop. Si jamais je fidélise et que j'ai pas de turnover, j'ai beaucoup moins de problèmes de recrutement. Je reste avec mon problème de recrutement pour les premiers recrutements et évidemment les gens qui s'installent ou qui partent en entreprise quand ça arrive. Mais le vrai problème du turnover, c'est les gens qui partent dans d'autres structures parce qu'ils ne sont pas satisfaits des conditions dans lesquelles ils sont aujourd'hui. Et ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup moins difficile de trouver les moyens de satisfaire des gens qui sont en place et opérationnels que d'aller chercher de nouvelles personnes à intégrer dans l'équipe. Et vous avez réfléchi à la problématique de... Parce que la difficulté de la collaboration, c'est ce que tu indiques là. Et puis après, je ne sais pas si on a le droit de dire, mais en rythme de croisière, je ne sais pas si l'expression elle est tout à fait appropriée, mais ce que moi je ressens beaucoup chez les gens, donc plutôt du côté collaborant, c'est que le stress, c'est d'avoir un collaborateur qui s'en va avec les dossiers du cabinet. Oui, alors... Déjà, mais c'est un vrai stress. Non, mais c'est un vrai stress. Mais déjà, ça arrive et c'est pas très grave de partir de. Je te jure que moi j'en ai un qui s'est barré avec le cabinet. Je peux pas te dire autrement. Le cab. Ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas heureux. Non, mais je veux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que l'associé ait à ce point-là plus de relations avec ses clients et plus la main dans ses dossiers? Enfin, je veux dire, la question, c'est vrai, pas au moment du départ. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire de ce cabinet pour que, à un moment donné, l'associé se soit suffisamment détaché de ses dossiers et de ses clients pour faire confiance à quelqu'un et les laisser... En fait, tout ça, c'est exactement la question qu'il fallait se poser. Et la seconde question, parce que elle était, et à mon avis, c'était ça le bazar. Et à chaque fois que je vois cette situation, et c'est pas du tout la première fois que je la rencontre, la question pour moi essentielle, c'est mais pourquoi est-ce que vous l'avez pas associé, en fait? Mais peut-être que est-ce que cette personne avait, en tout cas, est-ce que vous lui avez posé la question de son envie d'assosation et s'il avait envie d'être associé? Quelqu'un qui s'occupe d'un pan de ta clientèle, déjà, j'avais un entretien hyper intéressant avec Clarisse Beribi qui disait, dans les cabinets d'avocats, on traite des dossiers. Or, dans toutes les entreprises, tu traites en fait, un processus de production. Et donc, elle disait, ça n'a pas de sens de découper les gens en dossiers, il faut découper les gens en tâches, parce qu'en fait, tu as des gens qui sont très bons dans certaines tâches, puis d'autres gens qui sont très bons dans d'autres tâches. Et elle disait qu'un associé ne voit plus rien de ses dossiers ou qu'un collaborateur fasse tous les dossiers d'un seul client. En termes d'organisation, elle disait peut-être qu'il faudrait penser à retravailler le cabinet d'avocats différemment. Après, ça dépend de ce que tu vends à tes clients, ça dépend du type de tâches sur lesquelles tu travailles, du type de dossier. Mais oui, moi je considère qu'en tant qu'associé aujourd'hui, on est chef de projet. Oui, c'est ça. En tant que chef de projet, tu vois le projet. Tu vois le projet, tu le connais, tu as la relation. Et c'est pas parce que tu as des gens... Enfin, moi, je vois mes clients, il y a des gens qui font du RGPD pour eux, il y a des gens qui font du corporate pour eux que je ne fais pas. Moi, je fais leur contrat et leur contentieux, mais plein d'autres choses sont confiées à d'autres avocats. N'empêche que je fais un call tous les mois ou tous les mois et demi avec eux. Certains m'appellent tous les jours, mais ça, c'est un autre sujet. Et j'ai un suivi, je sais exactement ce qui se passe dans chacun des dossiers. Donc, en fait... Déjà, il faut accepter quand on confie du travail à un collaborateur, s'il a fait fructifier notre portefeuille de clients pendant des années, peut-être que c'est pas injuste qu'il y ait une part qui lui revienne. Peut-être que ça nous fait pas plaisir. Peut-être que c'est dommage. C'est pour ça qu'on dit que t'es pro-collaborateur. Mais peut-être que c'est pour ça qu'on dit que je suis pro-collaborateur. Mais en fait, si je fais 100, sur l'équité, j'intègre quelqu'un qui me permet de faire 250. Si un jour, on ne doit plus travailler ensemble, est-ce que vraiment... J'aurais jamais fait 250 sans ce collaborateur. Est-ce que s'il part avec 50, 60 ou 70, c'est pas juste un rééquilibrage naturel?
Oui, non, mais après, c'est très violent pour les gens qui restent parce qu'ils le vivent comme une sorte de trahison. Mais intellectuellement, je pense que c'est toi qui as raison. Donc, tout à fait. Voilà. Et après, il y a des business models de cabinet qui font qu'il y a l'associé qui a la relation client et qu'ils ont des jeunes collaborateurs entre 0 et 2 ans et qu'ils ont un turnover qui fait que tous les ans, ils ont un nouveau qui arrive et il y en a un qui part et il y en a un qui arrive. C'est un modèle de cabinet. On sécurise les clients de cette façon. Moi, je suis pas sûre que ça donne une bonne image aux clients d'avoir quelqu'un de différent qui intervient sur les dossiers tous les ans. C'est comme les comptables, quoi. C'est vrai. Oui, mais tu vois, c'est un modèle de cabinet. En fait, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que je veux faire de mon cabinet, qu'est-ce que j'ai envie de donner comme service à mes clients et qu'est-ce que je mets en place sur le plan process et humain pour servir cet intérêt. On en revient à la même chose. En fait, la question, c'est celle de mon objectif et de l'adéquation entre mes actes et mes objectifs. On a complètement explosé le temps. Pardon. Non, il ne faut pas dire pardon. Et j'embrasse très très fort Morgane et Lockman du studio Module qui me laissent largement dépasser cette interview. Merci. Nous terminons donc par les questions qui fâchent. La question politique, si tu devais supprimer une règle du code de déontologie, ce serait laquelle ? C'est super dur. Non, alors déjà, me dis pas ça, je te l'ai posé en amont. Je sais, mais j'ai réfléchi. Mais en fait, déjà, je renforcerais la confraternité et la délicatesse. Ouais. Vraiment. Et il y a un principe qui m'interroge, moi, c'est le désintéressement. C'est marrant, moi aussi. Je ne sais pas quoi mettre derrière ce principe, mais je crois que... Alors, il y a l'intérêt personnel de la distance que doit avoir l'avocat, mais si on est sur le désintéressement avec la question financière, en tout cas, il y a un mythe autour du désintéressement qui dirait qui en tout cas induit pour beaucoup d'avocats la nécessité de rendre des services à une valeur qui n'est pas la juste valeur. Donc, je pense que c'est peut-être celui-ci que j'aménagerais, en tout cas où je le supprimerais, oui. C'est hyper intéressant que tu me dises ça parce que nous, on est sur le site du CNB dans une sorte de réseau national, etc. Et on nous impose, d'ailleurs, je suis en train de travailler pour que ça s'arrête, on nous impose de la consultation gratuite. Je dis, mais en fait, à quelle autre personne tu demandes de consulter gratuitement ? Juste parce qu'on fait des structures d'exercice. Je dis, je comprends pas. En fait, c'est une spécialité. Donc, du coup, j'ai demandé à être retirée de cette liste parce que c'est quoi pourquoi c'est celui qui m'interroge. Je sais pas si. En tout cas, il faudrait qu'on me l'explique. Intéressant. On me l'a jamais sorti celle-là, figure-toi. La question Gad Elmaleh, sur qui t'as copié ? Alors personne, parce que non, il y a plein de gens qui m'inspirent. En fait, quand tu fais de la copie, tu fais moins bien que l'original. Donc, non, tu vois ce que je veux dire ? Pas vrai. Des gens qui m'inspirent. Tu parlais de Clarisse Bérébi. Je pense que pour moi, c'est l'essence de l'avocate entrepreneuse. Enfin, je veux dire, c'est incroyable. Après, il y a plein d'avocates que j'admire. Il y a des consoeurs. Il y a une consoeur qui s'appelle Eliette Le Nabour qui fait du droit social, qui est une technicienne du droit social comme j'en ai rarement vu et que je trouve hyper discrète et incroyable. Je peux pas la copier parce qu'elle est beaucoup... Enfin, il y a plein de consoeurs. Il y a une jeune consoeur qui fait du droit pénal des affaires qui doit avoir presque 10 ans de moins que moi, mais que je trouve incroyable, qui vient de lancer son cabinet, qui s'appelle Chloé Méléard, qui est d'une technicité aussi. J'admire les gens, en fait, qui ont le parfait combo entre la technicité, mais tu sais, cette technicité qui fait que quand tu leur parles d'un sujet, t'as pas compris qu'ils t'avaient fait une leçon de droit, mais en fait, ils t'ont expliqué en des termes... C'est clair, c'est carré, tu as tout compris en 5 minutes, c'est droit au but, et qui ont l'intelligence avec les clients, l'intelligence relationnelle, et qui font de l'argent en plus. Ouais. Donc voilà, mais je pourrais en citer d'autres. Mais... La question Steve Jobs, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à un avocat entrepreneur qui aurait envie de se lancer ? Le premier, c'est de ne pas se laisser guider par la peur. On a tous peur, mais en fait, quand c'est la peur qui dirige, les décisions qui sont prises sur le fondement de la peur sont catastrophiques. Donc ça... Le deuxième, c'est de se souvenir qu'on est un métier qui est exigeant et que si on se déconnecte trop de la réalité opérationnelle, on perd pied. Oui. Et le troisième, qui est à mon avis le plus important, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide et à parler. Je trouve que moi, j'ai jamais été aussi entourée que depuis que je me suis installée, parce que je suis allée chercher. Et globalement, les gens disent souvent, c'est pareil dans le recrutement, mais j'ai peur d'aller demander de l'aide, j'ai peur de demander ci ou ça. Et en fait, globalement, les gens adorent rendre service parce qu'ils se sentent flattés. Enfin, globalement, si on vient de te demander de l'aide en te disant j'admire ce que tu fais, ou j'admire, cirage de pompe, mais j'ai remarqué que tu faisais ça, je trouve ça hyper intéressant, est-ce qu'on pourrait en parler ? Alors, il faut trouver la juste façon de le faire. Je prends 2 minutes de plus parce que j'en discute souvent avec des collaborateurs qui me disent j'aimerais bien changer d'orientation, je fais du droit de la famille, je voudrais faire du pénal, mais je sais pas comment faire. Et je leur dis
sollicitez des gens pour aller prendre des cafés avec eux, des gens qui ont fait le move, et voyez comment vous pouvez, vous allez envoyer 15, 20 demandes, il y en a peut-être que 2 ou 3 qui vont vous répondre, mais ça constitue le réseau. Et dans l'aide, il y a le réseau. En fait, on ne nous apprend pas à l'école d'avocat l'importance du réseau et l'importance de faire savoir qui on est et ce qu'on fait aux autres, et de discuter avec les autres pour apprendre, mais aussi, ça permet aussi après d'avoir des dossiers. Donc, le réseau. L'aide, je vais mettre le réseau derrière, pardon. Merci beaucoup pour cet épisode passionnant. Merci Audrey. Et puis à bientôt. À bientôt. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.